Une maladie coronarienne qui est définie comme un déséquilibre entre la demande d'oxygène du myocarde et l'apport des artères coronaires. La réduction de l'apport d'oxygène au cœur est définie comme une ischémie myocardique, ce qui entraîne une capacité sévèrement réduite de la capacité du muscle cardiaque à se contracter. Si cela est prolongé, il peut continuer à provoquer un infarctus du myocarde, autrement connu sous le nom de crise cardiaque, qui fait référence à la mort du muscle cardiaque. Maintenant, la maladie coronarienne est généralement causée par l'athérosclérose des artères coronaires. Les facteurs de risque d'athérosclérose peuvent être divisés en facteurs non modifiables, qui comprennent l'âge, les hommes de plus de 45 ans et les femmes de plus de 55 ans étant à risque, et les antécédents familiaux de maladies coronariennes, et modifiables, comme les anomalies lipidiques, y compris les taux élevés de LDL ou de faibles taux de HDL, ainsi que l'hypertension, le diabète sucré et le tabagisme. La maladie coronarienne peut se présenter de nombreuses façons, y compris l'angine stable, l'angine de Prinzmetal, le syndrome coronarien aigu, qui comprend l'angine instable, l'infarctus du myocarde sans élévation du segment sain, ou STEMI, l'infarctus du myocarde d'élévation du segment sain, ou STEMI, la cardiopathie ischémique chronique et la mort cardiaque subite. Maintenant, en plus de l'athérosclérose, il existe d'autres causes moins courantes de maladies coronariennes, telles que la vascularite d'embolie coronarienne et le vasospasme. Dans une embolie coronaire, des morceaux d'un caillot d'un autre site se détachent et peuvent se déplacer dans une artère coronaire, l'obstruant. Les facteurs de risque d'embolie coronarienne comprennent la fibrillation auriculaire, l'endocardite infectieuse, un thrombus auriculaire ou ventriculaire gauche ou chez les personnes subissant un cathétérisme cardiaque. En ce qui concerne la vascularite, la maladie coronarienne chez les jeunes enfants devrait vous inciter à envisager la maladie de Kawasaki, une vascularite à vaisseau moyen qui provoque classiquement un anévrisme de l'artère coronaire. En outre, d'autres vascularites comme la polyartérite noueuse peuvent également causer une maladie coronarienne. Maintenant, le vasospasme de l'artère coronaire, ce qui signifie que les muscles lisses autour des artères se contractent extrêmement étroitement, peut également réduire le flux sanguin et entraîner une maladie coronarienne. Ensuite, une autre cause de maladie coronarienne est la sténose de la valve aortique. Vous voyez, les artères coronaires principales droite et gauche se ramifient à la base de l'aorte, et donc dans la sténose aortique, pas assez de sang passe à travers l'aorte et dans les coronaires, entraînant une ischémie myocardique. En outre, toute cause d'hypertrophie ventriculaire concentrique, telle que la sténose de la valve aortique, l'hypertension ou la cardiomyopathie hypertrophique peut entraîner une maladie coronarienne, car vous avez essentiellement plus de muscles cardiaques à fournir. Jetons maintenant un coup d'œil aux présentations de la maladie coronarienne, en commençant par l'angine stable. Cela se produit secondairement à l'ischémie myocardique, causée par une plaque d'athérosclérose fixe obstruant plus de 75% de la lumière de l'artère coronaire. Ce que vous devez vous rappeler ici, c'est que cela entraîne des lésions cellulaires réversibles. Un infarctus, d'autre part, se produit lorsqu'il y a une lésion cellulaire irréversible ou la mort cellulaire. Maintenant, l'angine stable se manifeste par une douleur rétrosternale profonde, mal localisée, comprimante, écrasante ou étouffante qui peut irradier vers le bras, la mâchoire ou le cou. Beaucoup d'adjectifs. Elle s'accompagne souvent d'autres symptômes, tels que l'essoufflement, les nausées, les vomissements, la diaphorèse, la fatigue ou les étourdissements. Un fait de rendement élevé est que cette douleur thoracique est reproductible lors de toute activité qui augmente la demande en oxygène du myocarde, comme l'effort physique ou le stress émotionnel, et est soulagée dans les 5 minutes par le repos ou la nitroglycérine sublinguale. Le terme « stable » fait référence à la plaque d'athérosclérose elle-même, qui ne s'est pas encore rompue et qui est structurellement stable. Maintenant, parfois dans l'angine stable, une plaque d'athérosclérose peut provoquer une occlusion presque totale de l'artère coronaire, mais les individus peuvent ne pas développer d'infarctus. La raison en est que les plaques d'athérosclérose se développent lentement, ce qui donne maintenant un coup d'œil aux présentations de la maladie coronarienne, en commençant par l'angine stable. Le CG dans l'angine stable est généralement normal au repos, mais peut devenir anormal lors des d'athérosclérose fixe qui mesure la capacité du cœur à répondre de la lumière de l'artère coronaire. Dans un environnement clinique contrôlé. Ce que vous devez vous rappeler ici, c'est que cela entraîne des lésions cellulaires réversibles avec des médicaments, comme le dipyridamol, se produit lorsqu'il y a une lésion cellulaire irréversible ou la mort cellulaire. Le dipyridamol est administré à une personne souffrant se manifeste par une douleur rétrosternale profonde, mal localisée,
comprimante, écrasante ou étouffante, vasodilatation irradiée vers les artères coronaires, la mâchoire à l'exception de celles qui sont obstruées, car au-delà de l'obstruction, elle s'accompagne souvent d'autres symptômes est déjà dilatée au l'essoufflement, les nausées, le résultat final, la diaphorèse, la fatigue ou les étourdissements, myocarde ischémique vers des zones de rendement élevé et que cette douleur thoracique est reproductible lors de cela s'avoue dans l'ECG comme la demande en oxygène du myocarde, comme l'effort physique ou le stress émotionnel et que les soulager dans les 5 minutes comme par le repos ou la nitroglycérine sublinguale parce qu'il y a une ischémie. Le terme pas d'infarctus fait référence à la variante d'athérosclérose elle-même qui ne s'est pas encore rompue et qui est structurellement stable. Maintenant, il parfois dans l'angine d'athérosclérose obstruant la lumière, mais l'artère coronaire subit un vasospasme de l'artère rétrécissant la lumière. Mais les individus peuvent ne pas développer d'infarctus. Développent généralement une angine. La raison en est que les plaques d'athérosclérose se développent lentement, ce qui donne le temps au cœur de développer une circulation collatérale qui alimente la zone à main perfusée. Parler d'une personne ayant des antécédents de migraine, et les triptans comme le sumatriptan sont l'une des options de traitement de la migraine. En raison de l'ischémie transmurale, un ECG de 24 heures appelé moniteur Holter montre classiquement une élévation transitoire du segment sain, mais les niveaux de troponine sont normaux, car encore une fois, il n'y a pas d'infarctus. Pour aider au diagnostic, de faibles doses de médicaments vasoconstricteurs appelés ergonovine sont administrées pour provoquer un vasospasme qui entraîne une élévation transitoire du segment sain. Le traitement comprend des bloqueurs des canaux calciques et de la nitroglycérine, qui détendent le muscle lisse vasculaire et l'arrêt du déclencheur. D'accord, dans l'angine stable, la plaque d'athérosclérose était fixe et non perturbée. Mais lorsque les plaques d'athérosclérose sont perturbées, nous obtenons les 3 troubles suivants, angine instable, stomie et stomie. Ces 3 sont regroupés sous l'égide du syndrome coronarien aigu, ou SCA. Un syndrome coronarien aigu se manifeste généralement par une angine soudaine et nouvelle ou une augmentation de la gravité d'une angine stable existante. Il peut s'agir d'une augmentation de la fréquence ou de l'intensité des épisodes, lorsqu'ils peuvent être déclenchés par moins d'efforts qu'auparavant, ou lorsque les symptômes apparaissent au repos. Parfois, cependant, il y a des présentations atypiques. Les personnes âgées, les femmes et les personnes atteintes de diabète peuvent présenter sans douleur thoracique. Au lieu de cela, ils viennent avec des symptômes vagues comme l'essoufflement, la fatigue et les vertiges. Maintenant, les plaques sont constituées d'un capuchon fibreux et d'un noyau lipidique nécrotique et la composition de la plaque détermine le risque de rupture. Le concept de rendement élevé ici est qu'un capuchon fibreux mince et un noyau lipidique riche signifie que la plaque est à haut risque de rupture. Lorsqu'une plaque se rompt, le collagène sous-jacent est exposé et, en réponse, les plaquettes s'agrégent rapidement, formant un thrombus. D'accord, dans l'angine instable, la plaque athéroscléreuse se rompt et provoque une occlusion presque totale mais incomplète de l'artère coronaire. L'ECG montre une dépression du segment sain ou une inversion des ondes T, mais les niveaux de troponine sont normaux, car il n'y a pas de nécrose myocytaire. Mais si les niveaux de troponine sont élevés, alors nous l'appelons maintenant stomie, ce qui signifie un infarctus sous l'endocarde, également appelé infarctus sous-endocardique. L'infarctus se produit ici parce que les vaisseaux coronaires longeant l'épicarde, le tiers externe de la paroi cardiaque. C'est donc la zone la plus éloignée de l'approvisionnement en sang. Maintenant, la raison pour laquelle nous l'appelons stomie est que sur ECG, un infarctus sous-endocardique se manifeste par des changements comme la dépression sain ou l'inversion de l'onde T, mais il ne montre jamais d'élévation du segment sain. S'il y a une élévation du segment sain, il s'agit d'un stomie, qui se produit lorsque le thrombus obstrue 100% de la lumière. L'élévation du segment sain signifie un infarctus transmural aigu, ce qui signifie qu'il implique l'ensemble du mur. Les niveaux de troponine sont également élevés dans un stomie, mais c'est l'élévation du segment sain sur un ECG qui permet immédiatement de décrocher le diagnostic. La raison pour laquelle nous parlons de troponine, dont il existe 2 types, la troponine I et la T, est que, avec CKMB, qui est une combinaison d'enzymes créatine kinase M et B, il constitue ce que l'on appelle les biomarqueurs cardiaques clés. Ainsi, lorsqu'il y a eu des dommages irréversibles aux cellules cardiaques, leurs membranes sont endommagées et ces protéines et enzymes à l'intérieur s'échappent et peuvent pénétrer dans la circulation sanguine. Les niveaux de troponine I et T peuvent être élevés dans le sang dans les 2 à 4 heures suivant l'infarctus et culminent généralement vers 48 heures, mais restent élevés pendant 7 à 10 jours. Ces KMB commencent à augmenter 2 à 4 heures après l'infarctus, culmine autour de 24 heures, et revient à la normale après 48 heures.
Étant donné que CKMB revient à la normale plus rapidement, il peut être utile de diagnostiquer un réinfarctus, un deuxième infarctus qui se produit après 48 heures, mais avant que les niveaux de troponine ne reviennent à la normale. Gardez à l'esprit que, contrairement aux troponines, le CKMB n'est pas spécifique aux lésions cardiaques et qu'il peut également être élevé en cas de lésions musculaires squelettiques ailleurs dans le corps, comme les traumatismes, les efforts intenses et la myopathie. Maintenant, pour votre examen, on pourrait vous demander de localiser l'infarctus et le navire impliqué en fonction de l'ECG. Cela peut être fait en localisant les sondes qui avaient l'élévation SIN. L'implication V1 et V2 est un IM antéroceptal, ce qui signifie que l'artère descendante antérieure gauche, ou l'AD est impliquée. L'implication V3, V4 est un IM antéroapical, ce qui signifie que la partie distale du LAD est impliquée. V5, V6 implication est un IM antérolatéral, qui implique la LAD ou artère circonflexe gauche. L'IM latéral implique des sondes I et AVL, et le circonflexe gauche est occlu. L'IM inférieur implique des plombs 2, 3 et AVF avec l'artère coronaire droite étant le coupable. Les infarctus du myocarde de la paroi inférieure ont un rendement très élevé car ils peuvent également se présenter sous forme de douleurs abdominales épigastriques au lieu de douleurs thoraciques. L'occlusion RCA peut également provoquer un infarctus ventriculaire droit, mais il faudrait obtenir des sondes du côté droit pour le voir. Enfin, chaque fois qu'il y a une dépression SIN avec de hautes ondes d'air dans V1 à V3, alors un IM postérieur impliquant l'artère descendante postérieure est une possibilité. Par conséquent, des plombs postérieurs V7 V9 doivent être obtenus dans un tel scénario. D'accord, les examens aiment poser des questions sur les manifestations pathologiques et les complications d'un infarctus du myocarde en fonction du temps écoulé. Par conséquent, jetons un coup d'œil à une chronologie illustrant cela. Dans les premières 24 heures, le cœur semble tout à fait normal. En microscopie optique, après 4 heures, la nécrose coagulative commence et les cellules myocardiques nécrotiques hypercontractent, leur donnant un aspect ondulé. Pendant cette période, des arythmies peuvent survenir car l'infarctus perturbe le flux électrique à travers le myocarde. Les arythmies ventriculaires prématurées ou PVC sont les arythmies les plus courantes, mais elles sont bénignes. D'autre part, les arythmies ventriculaires comme la tachycardie ventriculaire ou la fibrillation sont la cause la plus fréquente de mort cardiaque subite, qui est la mort dans l'heure qui suit l'apparition des symptômes. Une façon courante dont l'examen pourrait essayer de vous confondre est de vous dire que la personne est un athlète, ce qui vous rend enclin à choisir la cardiomyopathie hypertrophique. Cependant, les arythmies ventriculaires dues à une maladie coronarienne sont une cause plus fréquente de décès chez les athlètes de plus de 35 ans, tandis que la cardiomyopathie hypertrophique est plus fréquente chez les moins de 35 ans. D'autres complications comprennent l'insuffisance cardiaque et le choc cardiogénique, qui sont la cause la plus fréquente de décès par IM à l'hôpital. En cas d'occlusion de l'artère coronaire droite, le ventricule droit infarctus se dilate, poussant le septum interventriculaire sur la cavité ventriculaire gauche, entraînant une diminution du remplissage ventriculaire gauche, ce qui entraîne une diminution du volume de la VSC et une hypertension. Vous pouvez différencier cliniquement l'insuffisance ventriculaire droite de l'insuffisance ventriculaire gauche, car dans une insuffisance ventriculaire droite, les poumons sont clairs sur l'auscultation et il y a une élévation de la pression veineuse jugulaire. Il est important de rechercher un IM ventriculaire droit, car les médicaments vénodilatateurs comme la nitroglycérine sont contre-indiqués dans ces cas, car ils diminuent davantage la précharge, aggravant ainsi l'hypotension. 1 à 3 jours après l'infarctus, la zone touchée apparaît grossièrement rouge. En microscopie optique, il y a une nécrose coagulative étendue et une grande quantité de neutrophils se sont infiltrés provoquant une inflammation aiguë. Cette inflammation peut se propager vers le péricarde, provoquant une péricardite fibrineuse post-infarctus. Cela se présente avec une faible fièvre et une douleur thoracique aiguë et pleuritique, ce qui signifie qu'elle augmente avec l'inspiration. D'accord, 3 à 14 jours après l'infarctus, les macrophages viennent nettoyer le désordre nécrotique, et le tissu de granulation jaune et mou commence à se développer pour réparer le tissu infarctus. Ce tissu de granulation mou est assez faible, il y a donc un risque de rupture interventriculaire du septum ou de la paroi libre ventriculaire. La rupture du septum interventriculaire se présente généralement vers 3 à 5 jours comme un défaut septal ventriculaire de gauche à droite, qui se présente comme un nouveau murmure holosystolique à la bordure sternale gauche et une saturation accrue en oxygène dans le ventricule droit. La rupture de la paroi libre ventriculaire se produit classiquement dans les stomies de la paroi antérieure et se présente à environ 5 à 14 jours.
En conséquence, de grandes quantités de sang s'écoulent dans la cavité péricardique, provoquant une tamponnade péricardique. Parfois, la rupture est contenue par le péricarde adhérent, produisant un sac de sang en forme de ballon appelé pseudo-anévrisme ventriculaire. Cette poche de sang est statique et la stase favorise la coagulation, produisant ce qu'on appelle un thrombus mural. Des morceaux de ce thrombus peuvent s'embolier dans la circulation systémique, entraînant des complications périphériques comme un accident vasculaire cérébral. D'accord, si quelqu'un avait déjà eu un vieillim, ou s'il a une hypertrophie ventriculaire à cause de quelque chose comme l'hypertension, alors cela le protège réellement contre la rupture de la paroi, due à la fibrose et à une paroi épaisse, respectivement. Un cas rare dans lequel une pathologie protège d'une autre pathologie. Une autre complication est la rupture des muscles papillaires, de petits muscles qui s'ancrent aux valves auriculo-ventriculaires par les cordes tendinées à eux. Cela se produit généralement 2 à 7 jours après l'infarctus. Normalement, le muscle papillaire antérolatéral reçoit un double apport sanguin de la lade et de l'artère circonflexe gauche. Le muscle papillaire postéromédian, cependant, est uniquement alimenté par l'artère descendante postérieure, il est donc plus à risque de rupture, ce qui peut provoquer une régurgitation mitrale aiguë et un œdème pulmonaire. D'accord, maintenant 2 semaines à quelques mois après l'IM, les macrophages envahissent le tissu, et le processus de guérison commence par la formation de tissus de granulation, qui est un type de tissu cicatriciel jaune et mou, ainsi que de nouveaux vaisseaux sanguins, dans un processus appelé néovascularisation. Ce tissu cicatriciel peut provoquer le gonflement de la paroi ventriculaire, formant un véritable anévrisme ventriculaire. Le segment affecté est fait de tissu cicatriciel, de sorte qu'il ne se contracte pas. Par conséquent, il existe un risque de développer une insuffisance cardiaque, ainsi qu'un thrombus mural en raison de la stase du flux sanguin dans cette zone. Mais contrairement à un pseudo-anévrisme, la paroi ventriculaire est maintenant forte, il n'y a donc aucun risque de rupture. Une autre complication au cours de cette période est le syndrome de Dressler, une péricardite fibrineuse qui se produit secondaire à la formation d'auto-anticorps qui ciblent les surfaces sérologiques comme le péricarde. Maintenant, en ce qui concerne le traitement, l'angine instable et les stomies sont gérées avec une combinaison de thérapies antiplaquettaires et anticoagulation pour prévenir la thrombose ou l'embolie d'une plaque ulcérée. Après cela, certains patients peuvent également avoir besoin d'une coronarographie immédiate et d'une revascularisation, également appelée thérapie de reperfusion, pour rétablir la perfusion coronaire. Stomie est gérée avec un traitement de reperfusion d'urgence, soit avec une intervention coronarienne percutanée ou PCI, ou un minuscule cathéter est utilisé pour placer un stent dans l'artère coronaire afin d'ouvrir physiquement un vaisseau sanguin ou un traitement fibrinolytique, qui utilise des médicaments pour décomposer la fibrine dans les caillots sanguins. Ensuite, après un traitement de reperfusion, les patients reçoivent une combinaison de traitements antiplaquettaires et anticoagulants. D'accord, donc la thérapie de reperfusion se concentre sur le rétablissement du flux sanguin vers les cellules cardiaques mourantes. Rappelez-vous que dans les 60 secondes après le début de l'ischémie totale, nous avons une lésion des cellules myocardiques et une perte de contractilité. Cependant, pendant environ 30 minutes, cela reste réversible, ce qui est connu sous le nom d'étourdissement myocardique. Ainsi, si nous parvenons à rétablir le flux sanguin dans les 30 premières minutes suivant le blocage, ces cellules myocardiques peuvent être récupérées et la contractilité reviendra progressivement à la normale au cours des prochaines heures ou des prochains jours. Cependant, après environ 30 minutes, les lésions ischémiques deviennent irréversibles, donc, quoi que nous fassions, ces cellules seront détruites et éliminées. Maintenant, une complication importante du rétablissement de la perfusion, ou thérapie de reperfusion, est la lésion de reperfusion, où les tissus sont endommagés par le retour du flux sanguin. Et, on pense que cela se produit à cause de quelques mécanismes. Tout d'abord, le sang qui retourne aux cellules apporte cet afflux de calcium, et puisque le calcium conduit à la contraction musculaire, les cellules irréversiblement endommagées se contractent, et comme elles ont été irréversiblement endommagées, elles restent coincées comme ça et ne peuvent pas se détendre. Cela apparaît sur l'histologie comme cette nécrose caractéristique de la bande de contraction. En outre, le sang apporte de l'oxygène, ce qui, paradoxalement, peut en fait entraîner plus de dommages cellulaires. Les conditions dans un cœur ischémique semblent provoquer une conversion accrue de l'oxygène de retour en espèce réactive de l'oxygène, qui endommage ensuite plus de cellules cardiaques.